Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale où j'interviewe une personne de la communauté, un frère tout simplement, qui est un investisseur IMO, un profil super intéressant qu'on va découvrir dans quelques minutes. Juste avant, je te situe un peu, on va se retrouver dans l'un de ses logements. On se retrouve ici, dans l'un des carrefours les plus importants de la ville. Voilà, on est sur une ruelle super bien située, dans le centre historique de Dijon. Et je me rends tout de suite dans son appartement où il m'attend et on va pouvoir l'interviewer sur la manière dont il a pu acquérir tous ses biens sans passer par la case riba, sans passer par la case crédit. On va voir toutes les solutions qu'il a mis en place pour pouvoir acquérir ses biens et ensuite les exploiter en location courte durée. Je te dis à tout de suite. Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marwan Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Donc, comme je te le disais, on se retrouve face à l'appartement de l'un des frères qui s'appelle Amar Allah Barak, pour lequel on va le retrouver tout de suite juste après cette petite visite d'appartement. Donc on est vraiment à l'extérieur ici, son appartement commence ici, Allah Barak, il va nous raconter son histoire. Il est parti vraiment d'un local commercial qui était vraiment quasiment inexploitable et il l'a conçu pour vraiment l'exploiter en location courte durée. Donc on retrouve vraiment le système de boîte à clé là-bas. Voilà, donc une porte véranda ici. Puis je t'emmène maintenant à l'intérieur pour faire un petit home tour. Allez, c'est parti. Salam alaikum, comme je te l'ai annoncé, on se retrouve tout de suite avec le frère Amar suite à la petite visite que je viens de te montrer de son appartement dans Mbarek. Je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Marwan, sous-loueur professionnel. J'ai exercé aussi en tant que responsable de conciergerie. Je t'accompagne à te lancer dans ces deux activités qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire. Barakallahu fik, merci beaucoup Amar de ta présence aujourd'hui. Puis je vais te laisser très rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Donc, salam alaikum à tous. Donc, moi c'est Amar, je suis entrepreneur et investisseur, donc en immobilier, en bourse, en crypto. J'ai une belle quarantaine d'années. Je suis marié, j'ai 3 enfants. Et puis donc là, c'est un plaisir d'être avec Marwan dans un appartement que j'exploite de nouveau en courte durée. Mais c'est ce qu'on verra, je crois, dans la suite de la vidéo. Exactement, Barakallahu fait pour cette présentation. Si tu as déjà vu les premières vidéos, j'ai partagé une vidéo où j'avais intervenu sur la chaîne d'Amar dans le cadre de mon activité, en tout cas de location courte durée, puisque Amar, je le connais, c'est un frère que je connais depuis un certain temps dans Mbarek. On s'était rencontrés voilà, sur la thématique de la location courte durée, puisqu'on va le voir très rapidement. Il est propriétaire, il est investisseur IMO, il est propriétaire de plusieurs appartements sur la ville, enfin là où j'habite, là où je réside, et là où j'exploite plusieurs de mes appartements maintenant depuis plusieurs années. Donc dans ce cadre-là, on s'était contacté, tu m'avais contacté, en tout cas on était rentré en contact. En contact sur une autre vidéo que tu avais faite en fait. C'est ça, exactement. Exactement. Comme ça, ouais. Voilà, donc en fait ici, comme tu le sais, on parle location courte durée, sous-location professionnelle, conciergerie Airbnb, deux opportunités que tu vas pouvoir lancer sur cette année 2024
plus que jamais. Et comme je te l'ai dit juste avant, on se retrouve ici en exclusivité dans l'un des appartements d'Amar. On se retrouve entre deux réservations sur une période un petit peu de mou. Comme tu le sais, on est sur une période un petit peu de basse saison. Donc on profitait de cette opportunité pour te présenter en tout cas ces différents appartements, en tout cas celui-ci de manière plus spécifique, et essayer de comprendre comment Amar, une personne, en tout cas un frère de la communauté, a pu de par ses différentes expériences entrepreneuriales, investir en propre sur ces appartements. C'est une solution que tu vas toi aussi pouvoir débloquer, Inch'Allah, pour pouvoir toi aussi te lancer dans le secteur de l'immobilier. On va avoir plusieurs leviers, on va un petit peu voir aussi son parcours qui est hyper intéressant. Et ben c'est parti. En tout cas, moi, la première question que j'ai à te poser tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, Amar, c'est de savoir comment tu as commencé ton parcours entrepreneurial avant même de parler de cet investissement-là. Oui. Alors, moi j'ai un parcours finalement plutôt simple et plutôt classique. J'ai toujours été entrepreneur. Donc j'étais étudiant sur cette ville. J'ai été faire des études aussi sur Lyon. Et puis dès que j'ai terminé, je n'ai pas complété mes études d'ailleurs, dès que j'ai terminé, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc hormis quelques activités le soir et le week-end pour payer les études, j'ai pas connu le salariat. Donc directement entrepreneur, avec une première société que j'ai lancée avec ma sœur, donc c'était en 2004, société qui existe toujours, hein, si tu la connais vu qu'on a fait l'interview dans ces locaux. De cette société, qui n'était pas dans ces locaux-là il y a quelques années en arrière. Et puis donc de là, j'ai lancé au total 6 entreprises. Donc certaines ont été revendues, d'autres n'ont jamais fonctionné. Et j'en ai même une qui a déposé le bilan. Alors je ne dis pas en fierté, mais j'ai connu cette expérience et c'est important de connaître cette expérience. Alhamdoulilah, on n'a pas fait un dépôt de bilan et en devant de l'argent à tout le monde, la dette. On a fait ça très proprement. C'était une société dans l'électricité. Bon, moi, j'ai à peine changé une ampoule. Il se trouve que mon beau-frère, c'était en 2006, donc c'était pas hier non plus, était électricien, mais trouvait pas de travail à cette époque-là. 20 ans d'expérience et il trouvait pas de travail. J'ai dit, écoute, toi, tu t'y connais en électricité. Moi, je m'y connais à peu près en création, en gestion d'entreprise et puis en marketing. On va se lancer. Donc, on s'est lancé comme ça. C'était pas facile au début, forcément, parce que tu essaies de trouver des petits clients. Et après, on s'est dit, on va y aller au culot, on va aller chercher les appels d'offres. Donc, on s'est retrouvé à 2 petits bonhommes qui n'y connaissaient rien, à aller taper les appels d'offres et donc à faire des rénovations de bâtiments entiers avec les bailleurs sociaux, etc. Et voilà, c'est comme ça. Et ensuite, 2008, la crise qu'on a tous connue, il y avait beaucoup moins de travail, beaucoup moins de marché. On a eu un peu de mal, donc on se dit, on va déposer le bilan proprement. Donc, alhamdoulilah, on a déposé un bilan sans personne. Après, voilà, j'ai eu un site de vente en ligne, j'ai fait de la vente de services en porte-à-porte. J'avais un commerce aussi en centre-ville de vente de jus de fruits, un centre d'appel, etc. Alors, je précise en fait les domaines d'activité. Parce que pour les gens, surtout maintenant, tout se passe que en ligne ou tout se passe que dans l'innovation. Il faut sortir le prochain Airbnb, le prochain Uber, etc. Alors qu'on peut faire beaucoup d'argent, du moins assez d'argent pour investir, on en parlera après, sans forcément être dans l'innovation complète, voilà, chercher une idée révolutionnaire, et devoir lever des millions pour pouvoir tenir et valoriser, etc. Non, on peut le faire sur des business modestes. L'électricité, dès la première année, on faisait 15 000 € de résultats. On avait besoin d'une camionnette et c'est tout. Parce que même la camionnette, on aurait pu s'en passer en fait. Mais mon beau-frère avait déjà son matériel, il avait ses perceuses, son perforateur, il avait besoin de rien en fait. Il avait juste besoin d'huile de coude quoi. Donc voilà, alhamdoulilah. Et puis donc à partir de 2006, j'ai commencé à investir en immobilier. Un premier investissement sur Dubaï. Alors, donc en fait, tu étais sur Dubaï, c'est le début, puisqu'aujourd'hui ça fait le buzz, juste à taper Dubaï sur les réseaux, en tout cas ça suscite Dubaï, beaucoup d'intérêt. On est démarché, exactement, il n'y a même plus besoin, tu trouves des pubs de partout. Il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, il n'y a pas beaucoup de personnes, les gens, l'Occident en tout cas critiquaient énormément, les Saoudiens, ces personnes, ces Arabes, ces Bédouins en tout cas qui commençaient à lever des tours, on se disait qu'est-ce qu'ils vont faire, cette économie basée sur le pétrole. En tout cas, c'est pas vraiment la thématique ici, mais c'est important de le rappeler, se dire que en fait, c'est que tu peux saisir des opportunités, il n'y a pas besoin d'être franchement un grand visionnaire, mais d'être à l'affût des opportunités, à l'écoute du marché. Et le fait qu'il y a
à cette époque que tu sois allé sur place et d'avoir eu le culot, en tout cas le courage de dire je vais investir dans un pays que je connais pas, et j'y vais, je connais pas grand monde là-bas, j'ai pas de collaborateurs, de partenaires, en tout cas je pense pas sur place, et de se dire j'investis, c'est tout de suite la démarche entrepreneuriale. Et si tu me le permets, faut pas que j'oublie, ça reflète encore une fois l'état d'esprit que tu as, c'est de se dire tu as lancé autant d'entreprises, plein de personnes aujourd'hui nous regardent, en tout cas tu es peut-être entrepreneur, tu l'es sûrement pas, tu es actuellement salarié, tu hésites à te lancer. Ce qu'il faut savoir, c'est t'as pas besoin d'attendre l'opportunité incroyable, le business qui va absolument fonctionner pour te lancer. Ça, c'est des croyances, c'est ce qu'on te fait croire, évidemment. Tu vas pouvoir débuter. Peut-être que ça va prendre du temps pour te rémunérer. Ça, c'est tout à fait normal. Tu vas même peut-être débuter une activité qui n'est sûrement pas en relation avec la location courte durée. Tu vas peut-être même déjà commencé, ça va pas fonctionner. Tu as forcément acquis des compétences, de l'expérience, des choses que tu ne reproduiras pas et des choses qui ont fonctionné, que tu reproduiras avec fierté. Et ça, tout ça, c'est des richesses, c'est des choses que tu peux cocher dans un CV si tu veux. Donc, bravo à toi en tout cas. Et surtout, en tout cas, merci pour ton retour d'expérience et casser ces mythes-là autour de l'entrepreneuriat. Complètement. J'en rajouterai d'ailleurs 2-3 petits points. Dans l'entreprise, n'attendez pas d'avoir l'idée du siècle. Et n'attendez pas, comme on voit sur les réseaux souvent, il faut un pourquoi, il faut en fait, quand on les entend, si on n'a pas vécu dans la rue, qu'on n'a pas été orphelin et on peut pas faire des choses intéressantes. Non, oubliez ça. Je vais en parler, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais moi, pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était pas pour faire de l'argent. C'était à l'époque, tu connais la mosquée la mosquée où j'allais donc, étant post-bac. Et notre souci, c'était comment on allait faire la prière. Donc, par simple déduction, pour faire la prière quand on veut, aux heures où on veut, il faut être à son compte. Donc, voilà pourquoi moi je me suis lancé au départ. Et puis, j'ai forcément beaucoup galéré. Ça, il faut aussi le savoir, il faut l'entendre. Ce sera pas facile. Tout ce qu'on voit sur Internet, c'est... Voilà, il y avait une personne qui avait dit une phrase, j'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain. J'aime assez cette phrase parce que voilà, il y a beaucoup. Moi, quand je regarde un âge, je me dis, je sais pas si maintenant, à mon âge, etc., je voudrais refaire tout ça. Tout ça, ouais. Non. Et puis Dubaï, pour revenir sur Dubaï, c'est le côté... alors, dans tous les business que j'ai cités, ils sont pas... c'est des business qui n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Et surtout, on peut se lancer. Et puis, commencer avec ce qu'on a besoin. On a un objectif, on veut avoir telle chose. Moi, j'avais loué un bureau à 150 € dans une pépinière d'entreprise. On a utilisé la technologie téléphonique de l'époque, mais existante, alors que nos concurrents investissaient nos concurrents. À l'époque, on pensait qu'on était les seuls sur le marché, qu'on avait inventé quelque chose. On s'est rendu compte après qu'il y avait des concurrents qui étaient à plus de 10 ans. et donc, c'était assez marrant. Mais voilà, on a utilisé les technologies. Et puis, quand l'argent entrait, on le réinvestissait, on le réinjectait. Donc, on n'avait pas besoin de mettre des milliers. Je sais plus, on avait dû mettre 2000 € chacun, mais on les a même pas utilisés en fait. Donc on avait mis 4000 € des deux associés, on les a même pas utilisés ces fonds-là en totalité quoi. Et puis après, alhamdoulilah, on a fait des résultats, encore cette année, des résultats importants, machallah. Donc voilà, ce point est important. Ceux qui ont peur de se lancer, faites-vous l'avocat du diable. Dites-vous, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? À l'époque, j'arrêtais mes études. J'allais travailler nulle part en fait, je pouvais trouver un job mais j'avais rien à perdre. Donc qu'est-ce qui peut m'arriver? Je vais investir 1000, 2000, 300 €, 100 €, du temps, il ne va rien m'arriver. Et même pour mes investissements immobiliers maintenant, je me dis ça aussi. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? À partir du moment où vous avez répondu à cette question, vous êtes beaucoup plus serein et bismillah, vous vous lancez. Et pour l'immobilier, qu'est-ce qui m'a poussé à Dubaï? C'était le côté éthique, forcément. Quand dès le départ, notre logiciel est calé comme ça, on doit trouver une solution. Alors, beaucoup malheureusement, et c'est pour ça que dans ma chaîne, j'essaie de démocratiser, vulgariser tout ce qui est investissement, immo, bourse, crypto, etc. Parce que beaucoup de personnes se bloquent, et je l'ai sûrement fait aussi pendant longtemps, de me dire, ok, immobilier, beaucoup d'argent, crédit. Et c'est fini, on peut plus aller plus loin, on peut pas aller au-dessus. Donc, Dubaï, pourquoi j'ai fait Dubaï à l'époque? Parce que Dubaï, on pouvait mettre un peu d'argent et payer tous les mois. Ils me font mon crédit halal. C'était magnifique. Sauf qu'à l'époque, il y avait personne. Il y avait personne en France, personne de chez personne. Donc, je parlais pas anglais ou 3 mots que j'avais retenus du collège. Et j'ai utilisé un broker londonien, qui était pakistanais vu l'accent, pour investir à Dubaï, où je n'étais jamais allé. C'était en gros à ne pas faire, faut vraiment pas le faire, mais c'était la seule solution qui existait à l'époque. Ouais,
Donc en fait, c'est cette première expérience, on va enchaîner du coup sur l'appartement dans lequel on se trouve actuellement. Du coup, tu t'es dit, la question que je me pose, c'est de se dire, qu'est-ce qui t'a intéressé, forcément, même si je pense que la réponse est assez logique pour tout le monde, mais qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'immobilier? Pourquoi être parti sur un investissement IMO? Et la deuxième question, c'est comment tu as pu en arriver aujourd'hui dans la ville, en tout cas ici en France, avec, sans passer par la case, la case crédit, sans avoir des centaines de milliers d'euros d'apport, puisque tu m'en as parlé, c'était absolument pas le cas. Comment tu as pu démarcher et puis être tombé sur cette pépite en Balek sur laquelle on se situe aujourd'hui? En fait, c'est un parcours global qui est quand même très lié à l'entrepreneuriat. Il faut être franc sur mon parcours. Donc, il y a eu mon expérience Dubaï, et puis derrière, malgré tout, j'avais pas fait 1 million en achetant et en revendant sur Dubaï, et la problématique restait, quoi. Et en même temps, l'entreprise commençait à générer un petit peu d'argent, mais je les utilisais pas, ou c'était peu, et puis les taxations, etc. Donc, à un moment, je me suis dit, ok, maintenant, il faut absolument que cet argent que je gagne, aussi peu soit-il, 5 000, 10 000, c'était des petits montants, il faut absolument que je l'utilise pour les réinvestir, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je me suis dit, il va falloir que je monte un système qui le permet. Il se trouve, pour les plus anciens d'entre vous ou pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, à l'époque, quand on avait une SARL et qu'on voulait prendre l'argent, cet argent qu'on prenait en dividende n'était pas soumis à charges sociales. URSSAF des indépendants, RSI à l'époque. Et il se trouve que quand j'ai pris cette décision d'accélérer tout ce rythme-là, une loi est passée et si je voulais prendre les 10 000, je pesais déjà l'IS dessus, forcément, ça j'y réchappe toujours pas. Et surtout, je payais le RSI, donc les charges, donc entre 40, 45, 50% de cette somme. Et puis après, je le mettais sur mes impôts, mais bon, ça, à la rigueur, c'était pas trop de gros problème parce que je me suis jamais pris de revenus importants volontairement. Donc, bref, on a monté tout ce qui est holding, une société qui chapeaute tout ça pour permettre à chaque fois que de l'argent est gagné dans l'entreprise, les remonter et ne pas être taxé qu'à hauteur de 1,5% du taux nominal. Donc, c'est très, très marginal. Et donc, avec cet argent après, je faisais en sorte d'optimiser mes dividendes, mes bénéfices, avec des conventions trésorerie. Je vous donne plein d'infos comme ça, mais voilà, ça va parler à des personnes et c'est probablement pas à beaucoup de personnes. Et ça permet de faire circuler l'argent sans être taxé de détournement de fonds et donc accessoirement éviter la prison. Donc, ça permet de faire circuler l'argent comme on veut. Donc, dès qu'il y avait de l'argent, je pouvais la remonter. Et puis dès que je sentais que j'avais à peu près un capital suffisant pour acheter dans ma ville, je me mettais à démarcher, à aller chercher des biens. Bien évidemment, c'est des biens avec travaux, des opportunités. Alors ces opportunités que je trouvais sur le Bon Coin, sur Se Loger, j'ai rarement finalement trouvé des affaires par mon réseau, alors que tout le monde dit qu'il faut le faire. Et c'est vrai, il faut avoir un réseau, il faut avoir les bonnes personnes pour avoir les offres avant qu'elles ne soient en parution. Mais pour ceux qui n'ont pas encore leur réseau, sachez que vous pouvez quand même trouver des opportunités sur le Bon Coin et sur Se Loger. Tu veux que j'enchaîne directement sur cette opportunité-là? Oui, j'ai la même chose. Sur la question qui me vient tout de suite, c'est sur cet appartement. Est-ce qu'on peut rentrer dans les grandes lignes de l'investissement sur comment tu as pu, Amar, du coup, investir dans cet appartement? Est-ce que tu me confirmes, est-ce que c'est bien 100% de l'argent propre sans évidemment faire d'emprunt? Ça peut nous aider, nous aiguiller. Et surtout, est-ce qu'à l'époque, tu avais, on va rentrer dans la thématique de la location courte durée, est-ce que tu avais pour objectif à l'époque, lors de l'acquisition de ce bien-là, est-ce que tu t'es dit, je vais le lancer sur Airbnb et je vais le faire moi-même pour voir ce que ça me permet d'avoir en termes de rentabilité, ou bien tu avais peut-être d'autres objectifs voilà. Oui, complètement. Alors, il se trouve que ce n'était pas mon premier bien, donc j'avais d'autres biens que j'exploitais déjà en courte durée. Pourquoi j'exploitais à l'époque, c'était en 2017, si je ne dis pas d'annerie, en courte durée, c'était dans le même objectif, c'est-à-dire que il y a beaucoup de façons pour investir en immobilier sans passer par la case banque. Alhamdoulilah, il y en a de plus en plus. Et par excellence, c'est celle que propose Marwan. Mais moi, je voulais acheter content, je voulais être propriétaire de mon bien. Donc, ça nécessite de l'argent, forcément. Donc, je devais optimiser tout ce sur quoi je pouvais gagner de l'argent, dont la courte durée. Un studio ici dans la ville, on m'a loué à l'époque peut-être 400 €, pas tout à fait. Et puis, on allait facilement les 800 € derrière en courte durée. Donc, ça me permettait d'optimiser et de remonter de l'argent tout le temps. Donc, ce bien, je l'avais acheté avec cette même vision, cette même optique. Donc, ce bien, il est sorti, me semble-t-il, sur Se Loger. Donc, j'ai des alertes sur tous les sites. L'alerte arrive. Je connais mon marché. J'ai fait mon étude. Voilà, c'était pas mon premier bien, donc voilà, j'avais un petit peu de bouteille. Et donc, directement, j'appelle l'agent. Voilà.
Est-ce que je suis le premier? Oui, super. Est-ce qu'on peut le visiter? Moi, le bien, je connais le secteur, je suis intéressé, je vais le prendre, je lui glisse. Alors, pas tout de suite en fait. Je vois, est-ce qu'on peut glisser tout de suite? Je peux venir? Il me dit non, mais peut-être à 14 h. Donc, on se met de mémoire d'accord à 14 h. Je lui dis d'accord. Bon, moi, sachez que ça va être une formalité. Ce bien, je le veux, je connais le marché et j'achète content. Évidemment, ça, c'est un argument massu quand on achète content. Ce bien, si vous voulez en savoir un peu plus, de mémoire toujours, vous allez dire il est bizarre ce gars d'oublier des chiffres sur ce genre de montant, mais la vérité, oui, c'est que ça fait un moment déjà. Déjà, ça fait un petit moment et puis j'oublie facilement. J'ai une très bonne mémoire des chiffres, mais voilà, j'oublie. Mais malgré tout, il me semble qu'il était affiché à 43 000. Machallah. Il était affiché à 43 000 pour un 45 mètres carrés. C'était un coup de fusil. Mais c'était pas ce que vous avez vu dans la vidéo juste avant, ça n'avait rien à voir, hein. C'était un local associatif, c'était juste un plateau, quoi. On devait le transformer en plateau, fallait se projeter, fallait l'imaginer. Donc rendez-vous est pris, j'ai pas confiance non plus à la personne, je fais appeler ma sœur pour être sûr que j'étais le premier, parce que je sais que sur ma ville, je suis pas le seul à avoir un peu d'argent, donc tout le monde, il y a du monde, quoi. On est peut-être 10 à avoir de ces montants-là, mais pour autant, voilà. Donc on y allait, j'ai visité très rapidement. Je l'ai signé très rapidement, je lui ai mis la pression pour pouvoir le signer et l'avoir. Il se trouve que j'avais pas l'argent. J'avais pas la totalité de l'argent. Alors, sachant que, donc 43, derrière, il va y avoir le notaire, il va y avoir les travaux. Il me semble, que j'en ai eu au total pour 71 000, je crois. Je crois. En fait, ma réflexion, elle est de se dire, ok, le bien, il est là, je vous dis pas de vous lancer sans avoir l'argent. Moi, je sais que c'est une progression positive que je vais pouvoir faire, mais que j'ai aussi d'autres biens et mon entreprise que je vais pouvoir mettre en ordre de bataille pour pouvoir me trouver cet argent, si vous voulez. C'est pas j'ai aucun revenu, mais je vais me lancer et puis je vais me débrouiller. Je verrai bien. Alors, il y a la Love Money, il y a plein de solutions, bien sûr, certes, mais voilà. Moi, je me mets cette pression parce que je sais que pendant 3 mois, 4 mois, je vais galérer entre le notaire, les travaux, les financements, etc. Mais derrière, voilà, j'ai plus rien à faire. Il se trouve que j'aime voyager et je voulais voyager sur cette période-là. Donc, je venais d'adopter la politique du je veux le beurre et l'argent du beurre. En fait, c'est pas pour dire qu'on veut tout avoir ou pas, mais voilà, je me dis pourquoi toujours faire des compromis. Écoute, je vais pas remettre un voyage dans 6 ans parce que je veux faire ça ou l'inverse. Donc, alhamdoulilah, il m'a permis de tout faire sur ce bien. Et voilà, donc c'est un bien qui en vaut beaucoup plus maintenant. Je ne sais pas dire. Il a une particularité, parce qu'il n'a pas fait dans la chambre. Je ne serais pas trop l'estimé, mais je pense entre 2000 et 2500 du mètre carré, malgré tout. Machallah, ouais, donc en fait, dès le début. 3000 dans la rue d'ailleurs, mais bon. On le voit, en fait, on voit dans sa conception et dans l'aménagement qui a été fait, c'est qu'en fait, on a pu le voir, il y a un espace couchage, chambre en fait, sur le côté, sur un T1 bis. Et de nouveau un couchage dans 2 personnes dans le salon. Donc en fait, tu l'as optimisé. On pourrait croire que c'est avec des gros volumes, parce qu'on pourrait croire que ça pourrait être une sorte de studio qui était optimisé finalement avec les grands espaces qu'il y a, cette verrière que tu as créée, cette séparation de 4 personnes. Donc on est vraiment sur une surface qui était optimisée, qui était pour moi conçue pour de la location courte durée dès que voilà, ce bien-là il a été réfléchi. Sachant qu'il a aussi très bien marché en location de longue durée. En location de longue durée, c'est ça. Je l'ai mis, il se trouve qu'on a l'école de commerce de la ville à 300 mètres. Donc, il se loue aussi très très bien en longue durée. Ouais, ça, l'avantage en tant que propriétaire, c'est que tu vas pouvoir basculer. C'est qu'une fois que tu t'es dit, je suis rentable en longue durée, parce que c'est vraiment la sécurité. La sécurité, c'est pas de faire, je pense, ces projections. Moi, je suis pas un spécialiste de l'IMO, mais si tu fais des projections uniquement sur la location courte durée, tu veux dire là-dessus, je vais être rentable, et puis c'est tout, c'est pas top. C'est plutôt de se dire, voilà, l'effet inverse, de se dire, voilà, en longue durée, mes projections, elles me permettent de rentrer dans, enfin, surtout que toi, tu étais rentable, parce qu'évidemment, c'est ton bien. Mais voilà, on va dire en termes de retour sur investissement, avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Donc tu t'es dit, il y a de la demande, évidemment on est hyper bien situé, on a un hyper centre, moi j'ai des appartements dans la rue en exploitation, en location courte durée, là où je ne suis pas propriétaire, où j'ai pas cette flexibilité comparée évidemment à Amar, machallah. Mais voilà, une fois qu'évidemment tu es rentable et qu'il y a de l'intérêt sur la longue durée, forcément sur la courte durée, ça suit, et évidemment tout ce qui va avec, c'est du positif, c'est du plus, quoi, on va dire. Ouais. Alors, juste parenthèse que tu parles de rentabilité, ne faites jamais vos calculs de rentabilité sur les projections de la courte durée.
Vous pourrez être déçu. Vous allez être perdant. Non, faut vraiment pas. Et vous n'allez pas faire une bonne affaire. Vous allez penser faire une bonne affaire. D'ailleurs, sur le Bon Coin, certains vendent leur studio en disant voilà, il fait tant en Airbnb, donc j'ai 10% de renta. 10% de renta en courte durée, c'est zéro. C'est vraiment zéro. Vous devez avoir l'exigence. Moi, j'ai deux exigences quand j'investis en immobilier. C'est de pouvoir revendre le bien dès le lendemain en faisant une petite plus-value, ou en tout cas. Non, même dès le lendemain. Je l'ai acheté et je fais rien, je dois récupérer mon argent, je le revends, je récupère mon argent. Exigence 1, ça demande beaucoup d'efforts derrière, et je veux 10% de rentabilité en longue durée. À partir du moment où j'ai eu ces deux critères, je sais ce que je dois chercher et quand je le trouve, j'ai beaucoup moins d'inquiétude à avoir. Si vous dites je veux 10% en courte durée, ça sert à rien. Moi, je faisais 20-25% en courte durée en rentabilité. Donc, voilà. Si vous voulez faire la courte durée, partez sur 25%. Sinon, vous ne serez pas rentable. Super, super. Merci pour ta remarque, Amar. On va rapidement du coup continuer sur le point suivant. On va rentrer dans les thématiques de la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions que je te présente assez régulièrement et même très fréquemment en tout cas sur la chaîne Rentimo Academy si tu nous suis. Deux leviers qui vont te permettre en fait de générer des revenus. On ne parle pas de rente parce que je suis pas rentier, je suis pas propriétaire, mais plutôt de revenus immobiliers sans être propriétaire. Lui, en Valais, qui reçoit plutôt des rentes, en tout cas sur son bien Amar. La thématique finalement qui nous lie, c'est celle de la location courte durée, puisque comme je te l'ai dit juste avant, on s'est rencontrés dans le titre du lancement de mon activité. Ça remonte à plusieurs années maintenant. Et on va en parler juste après. Il a présenté cet appartement avec d'autres personnes de la communauté Machallah qui se sont lancées, qui se sont rendu compte du potentiel de la ville, en tout cas du bien de manière plus spécifique, plusieurs années après que je me sois lancé. Je vais te poser la question, même si c'est une question qui est bateau, en quoi aujourd'hui des personnes, déjà, comment, en quoi tu peux faire confiance à des personnes, quand je t'ai démarché, comment tu as pu te dire, voilà, je vais me lancer avec cette personne-là, elle me présente une opportunité, pourtant la location courte durée, je sais le faire moi-même, pourquoi je vais lui passer mon bien, quels sont les avantages pour moi en tant que propriétaire. Ça peut être un sujet hyper intéressant, parce que là, tu es en train de te dire de l'autre côté, ok, on a compris, la sous-location, c'est vraiment l'opportunité de l'année, on a compris, je récupère un bien, je l'exploite sur les plateformes, je dois un loyer au propriétaire, tout simplement. Et le propriétaire, qu'est-ce qu'il a gagné? C'est ça la vraie question, finalement. Et toi, tu peux bien répondre à cette question-là parce que tu es de l'autre côté, finalement. Et j'aimerais bien avoir ton retour dessus suite à ton expérience récente. Ouais, très bien. Bon, après, en fait, l'expérience globale, c'est que donc j'exploitais les biens en direct. Donc, les ménages en direct, donc ma femme et moi, il faut rendre ce qui appartient à César, on les exploitait. Ça prend un peu de temps, un peu d'énergie quand même. C'est pas un 40 heures à l'usine, mais ça n'empêche que. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de conciergerie, il n'y avait rien. Même trouver une personne pour le ménage, ça, on n'arrivait pas vraiment à trouver. Puis on ne facturait pas vraiment le ménage à l'époque, etc. C'était aussi l'époque où tout se louait et n'importe quoi se louait. Donc voilà, il y avait du bon et du moins bon. Et puis, le temps avançant, j'avais moins besoin. Comme je suis pas, encore une fois, j'ai pas fait l'entrepreneuriat pour gagner vraiment de l'argent. Donc après, j'avais moins besoin d'optimiser mes biens et mes rentes. Donc je l'ai donné à une conciergerie à l'époque. Donc dans le principe, il prenait 25% de tout ce qu'il obtenait en location. Et là, j'avais plus rien à faire. C'est ça. Donc, moi, juste, je permets de faire une petite parenthèse pour ceux qui ne maîtrisent pas le sujet. La conciergerie Airbnb, c'est hyper bien parce qu'on est face à Amar qui lui est propriétaire de son bien. Je suis responsable d'une conciergerie. C'est-à-dire que Amar, finalement, recherche sur le marché un prestataire qui va pouvoir gérer pour lui ses appartements en location courte durée. Je te le répète, la location courte durée, c'est pas une activité banale, c'est une activité qui prend du temps, donc qui est chronophage. On te vend pas ici une activité qui va te prendre une demi-heure par jour. C'est de la logistique, c'est une organisation, c'est évidemment de la technique, donc vraiment du professionnalisme, et encore plus aujourd'hui parce que le marché est hyper concurrentiel et un marché qui est de plus en plus professionnel. Il suffit de te rendre sur Airbnb et de regarder le nombre d'appartements qui sont gérés par des conciergeries et tu verras très rapidement le marché actuel. Tout ça pour te dire que Amar a recherché un prestataire qui allait gérer de A à Z en échange d'une commission qui varie vraiment dans les grandes lignes entre 15 et 25%. Ça dépend évidemment du marché, de la concurrence, de plein de choses, évidemment de ta capacité à négocier. Mais voilà, en quoi consiste une conciergerie? La conciergerie, c'est vraiment une opportunité pour toi si tu veux te lancer parce que
Tu vas pouvoir débuter avec un apport quasi nul parce que tu ne débourses pas de frais, tu n'as pas de loyer, de caution pour démarrer. Ce qu'il faut au tout début, ne serait-ce qu'un petit peu de publicité, et encore, c'est démarcher des propriétaires avec une démarche vraiment commerciale, mettre en avant ton activité, quels sont les éléments qui vont permettre au propriétaire, en tout cas, de générer de la rentabilité, parce que lui, Amar, c'est ce qu'il recherche véritablement. Et une fois que tu as démarché ton premier propriétaire, voilà, tu gères son premier bien, tu récupères de bons avis, tu renforces ton image de marque et tu démarches comme ça de nouveaux contrats de prestations avec des propriétaires et tu fais grandir comme ça ton activité. Pour revenir à Amar, on s'est arrêté sur la conciergerie et ton expérience avec la location courte durée. Donc, il a commencé à exploiter. Comme j'avais exploité, je savais pour le coup et j'arrivais toujours à optimiser. Bien évidemment, comme je suis propriétaire en plein, j'ai pas de crédit à rembourser, donc mes frais sont limités. Donc, moi, j'avais du 95, du 100% de taux de remplissage. Je pouvais casser les prix le matin pour le soir et ça se louait tout le temps, donc il n'y avait pas de souci. Et puis bon, malgré tout, il y avait même en conciergerie, peut-être que cette personne-là à l'époque, ma note se dégradait, qu'on le veuille ou pas, on est en train toujours de regarder le super haut, est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas, on va le perdre, bref. Il y avait des petites choses comme ça qui n'étaient pas top. Quand je passais dans le bien où ma femme, on voyait bien que le ménage c'est pas non plus super géré. Donc on s'est séparé de cette personne. Ensuite le couple est arrivé. J'ai remis mes biens pour des questions de tranquillité en longue durée. En longue durée. Donc c'était très bien, encore une fois. Alors oui, j'avais moitié moins de revenus pour le coup, mais tu gagnais en sérénité, on va dire, en complètement, tranquillité. Parce que j'avais peut-être un turnover par an. C'est beaucoup d'étudiants, donc une fois. Peut-être qu'ils m'appelaient de temps en temps sur une bricole. Bien sûr. Mais voilà, ça me représentait 2, 3, 4 heures de travail par an. Encore une fois, moi j'aime bien comparer avec un 40 heures à l'usine, quoi. Bien sûr. Faut qu'on soit honnête. Et puis donc sur ce bien, pour arriver à la deuxième partie de la sous-location, je l'ai remis, il s'est libéré, je l'ai remis sur le bon coin. Donc j'ai eu de nombreuses personnes, alhamdoulilah, dont 2 personnes qui me disent écoutez, moi je voudrais louer votre bien pour le sous-louer derrière. Comme j'étais pas novice, j'avais bien compris le principe. Oui, c'est ça. Une personne qui me disait d'ailleurs moi je peux vous louer encore plus cher que ce que vous proposez, etc. Et une autre personne. Donc je me dis pourquoi pas, je vais faire des visites le samedi qui suivait, je les mets en fin et on va voir. Donc une des personnes me dit moi j'ai pas le temps, je peux pas venir, mais je vous le prends, etc. Donc j'ai pas trop aimé la démarche. Et une autre personne me dit oui, pourquoi pas. Et puis je lui pose la question, je lui dis mais est-ce que vous l'avez déjà fait? Et il me répond non, vous seriez le premier. J'ai vraiment aimé cette honnêteté. Je savais pas qui allait se présenter vers moi, mais j'ai vraiment aimé cette franchise en fait, tout simplement. Je dis ok, venez tel jour, telle heure. Il est venu, il se trouve que c'était un frère et qui se lançait lui aussi dans la sous-location. Donc en tant que propriétaire, qu'est-ce que j'en pense? Mais tout simplement, pour moi, c'est tout bénef. Je peux louer un peu plus cher. Non, je suis pas sûr de leur louer plus cher d'ailleurs parce que voilà, c'était un frère, ça m'arrangeait de l'arranger, etc. Mais il est loué. Il est loué sur le long terme souvent parce que voilà, s'il fait son job, il gagne de l'argent, il n'a pas de raison de plus vouloir gagner de l'argent, etc. J'ai plus aucune intervention à faire. L'entretien est fait régulièrement, les travaux sont gérés par lui. Donc même le 2-3 appels que j'avais peut-être dans l'année en disant tiens, j'ai un toit bouché, j'ai ceci, etc. C'est pas forcément moi qui intervenais, j'ai envoyé peut-être le plombier, mais voilà, tout ça je ne l'ai plus du tout et je gagne plus d'argent. Voilà. Et après il y a aussi toutes les clauses qui me rassuraient dans le contrat où vraiment je suis libéré de toute contrainte. Donc voilà, ne vous dites vraiment pas qu'un propriétaire va être hostile à ça. Au contraire, bien au contraire, si vous présentez les choses, j'imagine comme pourra vous expliquer Marwan, ou comme il explique à ses accompagnants, c'est top, c'est parfait. Il y a beaucoup d'arguments à mettre en avant, ne serait-ce que l'argument du prix, on en revient malgré tout toujours à ça. Voilà, l'autre personne que je n'ai même pas fait visiter au final, elle me disait mais je vous donne même 50 € de plus sur ce bien. Elle savait, je crois que c'était une dame, qu'elle allait être très rentable parce qu'elle en avait déjà d'autres. Mais voilà, après on rentre aussi dans le côté usine. Moi j'aime bien le côté plus artisanal. Artisanal, humain, que ça reste la proximité. Voilà, et puis bon, après il y avait une confiance qui s'est faite, voilà, bien sûr. Sa transparence, son honnêteté. Bien sûr. Ça a joué. Et puis la communauté, ça fait pas tout, mais j'ai jamais été déçu.
Bah, super, franchement c'est top et c'est plutôt rare qu'on ait du coup ce retour de ton côté parce que tu as la chance de connaître très bien l'activité, en même temps tu es entrepreneur, donc ça joue évidemment dans ton mindset, c'est-à-dire que quand la personne en sous-location professionnelle te démarche, il y a beaucoup de croyances, j'ai beaucoup de questions, quand je dis j'ai beaucoup de questions, et vraiment aussi en retour d'appel pour des personnes qui souhaitent se faire accompagner, des blocages autour de cette thématique, se dire je comprends pas comment le propriétaire il va accepter tout simplement ma démarche. Et moi je lui dis qu'en fait si tu n'es pas convaincu toi-même de cette solution-là, tu seras dans l'incapacité de pouvoir le prouver au propriétaire parce que c'est très simple, le propriétaire véritablement, et ça il n'y a même pas besoin on parle ici d'Amar absolument pas en tant que sous-loueur ou responsable de conciergerie parce qu'il ne l'est pas, mais en tant qu'investisseur immo et propriétaire, il a vraiment tous les avantages, il a toutes les raisons de signer avec un sous-loueur ou une conciergerie, mais en tout cas on parle ici dans le cas du fait de déléguer à 100% et de ne plus rien gérer, c'est vraiment la sous-location professionnelle. On l'a dit encore une fois, le propriétaire, lui, qu'est-ce qu'il recherche? C'est très simple, il recherche de la rentabilité, on lui assure parce que généralement on lui propose un loyer ou égal à celui que le marché lui propose, mais en général on lui propose un loyer un peu surélevé. Ça c'est un levier que nombre de personnes vont être en capacité de pouvoir lui proposer si c'est un investisseur, quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, c'est ton cas. Évidemment, fais tes projections, tes études de rentabilité, va pas lui proposer 150, 200 euros en plus du loyer. Ça dépend évidemment du loyer de base et d'où tu te trouves, mais attention, voilà, fais attention au prix que tu vas pouvoir annoncer pour rentrer dans les chiffres et assurer une certaine longévité dans ton activité. La deuxième, on l'a dit, c'est la tranquillité d'esprit, sérénité, sécurité, appelle ça comme tu veux, mais le propriétaire, une fois qu'il sait qu'il y a une entreprise qui exploite son bien, qui réalise quasiment des ménages quotidiens avec des check-in, des check-out, des vérifications, il est hyper serein. Quand tu as un locataire longue durée, tu sais absolument pas le gars, on va être en toute franchise, si c'est un crado, s'il va prendre soin du logement, il te dit qu'il va pas fumer, tu sais absolument pas s'il fume, tu sais absolument pas s'il va faire des soirées étudiantes, puisque en général sur l'année ce sont des étudiants, on est à proximité en hypercentre à proximité d'une école. Donc voilà, nous on te dit, ma politique à moi, c'est interdiction de fumer, c'est dans mon intérêt en fait premier, je dirais, celui du propriétaire évidemment, mais le mien premier pour éviter d'avoir des soucis logistiques et financiers. Interdit la cigarette, interdit les fêtes. Donc tous ces éléments, c'est des éléments qui sont des avantages pour le propriétaire, il est tranquille et toute l'année il n'intervient pas. Et surtout, j'ai des propriétaires avec qui je travaille depuis 3-4 ans et on a des contacts que très peu régulièrement. Donc ça va, le loyer a bien été payé, je prends des nouvelles et ils sont même des fois surpris les premières fois d'avoir autant peu de nouvelles et d'avoir des loyers récurrents, même en période de basse saison. Moi je suis passé par des périodes de Covid également, donc là ils étaient encore plus surpris. Mais vraiment, c'était vraiment, évidemment quand j'arrivais en plein Covid, ils disaient je te prends ton bien et je t'assure ta rentabilité, tu n'entendras pas parler de moi pendant plusieurs années. Évidemment que ça faisait, il n'y avait même pas besoin de négocier, pour la plupart du temps, j'ai même pas eu besoin de négocier le loyer. Donc, c'est pour te dire que voilà, la sous-location professionnelle, il faut que tu te formes, tu saches les modalités, que tu maîtrises le bail et que voilà, tu puisses être en capacité de prospecter avec les bons arguments. Et c'est des éléments sur lesquels on t'accompagne si tu souhaites évidemment aller plus loin. Voilà, je te remercie en tout cas infiniment Amar sur tous ces... Je peux rebondir, juste la seule galère que j'ai eue dans toute ma petite carrière de loueur immobilier, c'était sur de la longue durée. Voilà. Et c'est un bien que j'ai récupéré. Ouais. C'était la question qui devait. Oui, j'allais te demander, j'allais dire sur le mot de la fin, est-ce que tu as une mauvaise expérience, quelque chose que tu voudrais partager ou une bonne, en tout cas un conseil que tu voudrais partager? Et on en parlait en off juste avant, et se dire que y a plein de croyances autour de gens qui vont le récupérer en Airbnb, ils vont squatter, ils vont mettre le feu à ton appartement, enquête exclusive, zone interdite. Ouais. C'est vraiment des choses qui arrivent, évidemment, il y a énormément de biens en France qui sont exploités. Et voilà, et on voit que ça. Exactement, c'est ce qui vend, c'est ce qui intéresse les gens. Mais moi, ça peut te rassurer, j'ai eu anciennement quasiment une vingtaine de biens, j'en ai actuellement une dizaine sur plusieurs années. On a automatisé des délégués, donc très souvent, je suis pas dans les biens. Il m'est arrivé des petits pépins qui sont très minimes. Si je prends du recul et je regarde ma rentabilité, et cette solution qui est finalement incroyable de se dire, je génère des revenus IMO sans être propriétaire. Et surtout là, Amar, tu me disais, voilà, il y a eu une casse d'une télé ou d'une personne qui a remplacé une télé. Ça t'est arrivé, je crois. C'est arrivé une seule fois, c'est tout. Une petite saleté, un petit canapé un peu pas propre, etc. Voilà, on est vraiment sur du détail, quoi. Voilà, c'est des choses qui se rattrapent facilement. Et la seule qui me revient à l'esprit, c'est cette télé, mais l'emplacement de cette télé qui était cassée. J'ai appelé la personne. Dans l'heure, j'avais une télé posée devant la porte. Donc j'ai posé, remis, merci, au revoir, une télé neuve. Ouais. Personne ne voulait pas avoir de soucis, donc ça s'est passé comme ça.
Il y a d'autres façons de faire par Airbnb, par Booking directement. Il y a des cautions, etc. Donc il n'y a pas de bien sûr, pas de c'est des choses qui sont là pour te rassurer. Voilà, en longue durée, alors il n'y a pas tant de soucis que ça non plus. Moi, mes biens ont toujours été loués, j'ai jamais eu de défaut de paiement. Voilà, cette personne en particulier, je peux me remettre la faute parce que j'ai voulu être sympa. Voilà, il était sans emploi, un peu en galère, je voulais l'aider, lui donner sa chance, etc. Alors, il était noir, mais dans le sens qu'on le veuille ou pas. En fait, j'étais persuadé que tout ça avait été un peu dépassé, mais non, personne n'en voulait. Tout comme dans ce bien, j'avais loué un jeune couple maghrébin, et la fille me dit, mais alors, la fille était métisse, c'était moitié-moitié, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire. Et elle me dit, mais dès que mon compagnon, donc mon mari, arrivait, et lui, c'était un maghrébin, c'était un Marocain bien typé, quoi. Elle me dit, bah, c'est fini, on n'avait plus de retour. Et il m'a dit, on avait fait 40-50. J'étais persuadé qu'on avait dépassé ça, de mon époque, en tout cas, il y a 20 ans en arrière. Et non, ça existe encore beaucoup. Donc, eux, bon, je leur avais loué, ça s'est super bien passé. Lui, pour le coup, je lui ai loué aussi, ça s'est moins bien passé. C'est-à-dire que, heureusement, c'était sur le chemin de retour entre le bureau et la maison, donc je passais souvent, mon argent. Donc, j'ai eu tout mon argent. Quand j'ai récupéré les biens, bon, j'ai dû tout reprendre, tout nettoyer, peinture partout. C'était fou, en fait. C'était vraiment fou. Et puis, la copropriété m'appelait de temps en temps en me disant, il fait des fêtes. Bon, bref, il m'a fait la totale. Pour l'anecdote, je ne sais pas si tu mettras le lien de ma chaîne, mais j'ai fait une vidéo dessus. Pour l'anecdote, le jour où je suis parti récupérer le bien, c'était pas lui dans le bien, donc j'ai mis la pression au gars, j'ai dit écoute, demain tout doit être viré, je récupère le clé, j'ai changé les gonds, etc. La porte, et le gars était en prison. Voilà, j'ai quand même des anecdotes marrantes. Mais ceci étant, voilà, malgré tout, j'ai toujours eu tout mon argent, j'ai toujours été payé. Et ce bien a été rénové, et bah, le frère qui m'avait loué ce bien, quand celui-ci s'est libéré, je lui ai dit est-ce que tu veux en avoir un autre en gestion? Il a pris celui-ci. Ouais, c'est super expérience en tout cas. Merci pour ton retour infiniment. Merci infiniment, Mar. On aura peut-être l'occasion, Inch'Allah, de proposer de nouveaux sujets, en tout cas sur ces sujets-là, en tout cas la location courte durée, l'investissement IMO. Voilà, en tout cas, moi j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin pour Amar, pour en tout cas la personne qui intervient, que j'interroge, que j'interviewe. Si tu veux laisser un dernier mot, un conseil aux personnes qui hésiteraient à se lancer ou qui auraient des barrières limitantes, des croyances autour de l'entrepreneuriat de manière générale ou autour de la location courte durée, je te laisse celui-ci. Ok. Alors, ça va être le classique, ça va être le oser, lancez-vous. Moi, j'ai eu la chance au final dans ma petite carrière de tout tester, puis globalement tout traverser. Et toutes les barrières qu'on a, il faut les oublier. Je peux pas me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je suis pas intelligent. Ça tombe bien, j'ai juste le bac. Je peux pas me lancer parce que j'ai pas de fonds. Ça tombe bien, j'avais pas d'argent. J'ai lancé avec 2000 euros. C'est de l'argent, mais qu'on n'a même pas utilisé en fait. La boîte d'électricité avait 400 euros et 15 000 euros de bénéfices la première année. Je peux pas parce que j'ai pas la bonne tête, j'ai pas le bon nom. Voilà, moi j'ai toujours fermé les yeux, je suis passé devant mes clients, j'allais les démarcher, je leur disais écoutez, si je lance cette société, est-ce que vous serez client avec moi? Oui, vous pouvez me noter, signer un engagement. Et c'est ça avec du recul, tu te dis mais en fait c'est tout, il suffisait juste d'y aller aussi. Je peux pas faire d'immobilier parce que il faut beaucoup d'argent ou être riche, bon ça on oublie, mais de l'argent pour investir. Oui, mais on peut soit faire en sorte de l'avoir cet argent, parce que on peut commencer à avoir des studios et des biens pour quelques dizaines de milliers d'euros. Là, dans cette ville où on est 150 000 habitants, c'est une ville très étudiante, assez bourgeoise, etc. Bah, on arrive, voilà, moi j'ai des studios que j'ai réussi à toucher à 35 000 euros. Donc, en faisant des efforts, moi j'ai connu des personnes qui avaient un deuxième job pour pouvoir investir, en utilisant ce qu'on appelle la love money, donc l'argent de la famille, des proches, etc. On peut aussi y arriver. Par excellence, la sous-location, la conciergerie, ça vous permettra de faire de l'immobilier sans avoir, parce que certains ont peur aussi de l'acquisition. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir le bien. Il y a aussi des questions de transmission. Voilà, j'ai des enfants, donc il y a une projection plus lointaine. Mais ça n'empêche que même si vous voulez vous aussi être propriétaire physique, ça peut être un premier test, un tremplin, ça peut être une première expérience. Vous allez faire un premier, avoir 500 de marge sur le premier, 600 sur le second. Là, sur ce bien, la personne faisait x3.
entre le montant que je louais et ce qu'il arrivait à faire par mois, c'était quasiment x3, voire plus sur certains mois. Donc voilà, on peut se faire entre 500, 1000, ça dépend du bien, etc. Et donc cet argent, on peut l'utiliser et le mettre de côté pour pouvoir acheter son premier bien. Et puis là, votre rentabilité, une fois que vous avez payé la box et l'électricité, c'est fini, vous avez tout est dans votre poche. Voilà, je ne peux pas investir en bourse parce que c'est que du haram. Non, il y a des ETF Sharia compliant, la crypto, bref, il y a plein de choses hyper intéressantes. Si cette vidéo vous aura permis juste de vous dire, ok, finalement, bien évidemment, beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo sont de la communauté musulmane, donc on les mêmes, alors je dis contraintes, mais pour moi, ça n'en est pas une, quoi, mais on a tous les mêmes choses à vérifier, à faire attention, à dépasser, etc. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit un énième blocage, on en a déjà depuis tout le temps parce que, voilà, par nos origines, par notre nom, par notre faciès, etc., on a eu beaucoup de blocages. Ne vous rajoutez pas ce blocage du religieux au milieu. Le religieux n'interdit pas les choses, n'empêche pas les choses. C'est pas parce que vous êtes musulman que vous ne pouvez pas être entrepreneur à succès, que vous ne pouvez pas avoir d'immobilier. Il existe des personnes compétentes dans chacun des domaines, il faut bien se renseigner, il faut parfois se former, investir un minimum pour pouvoir se lancer en tout cas. Il y a plein de raccourcis qui n'avaient pas à l'époque. Moi à l'époque, quand je voulais faire l'immobilier, c'était 2006, 2004 quand je commençais l'entrepreneuriat, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de solution. C'était on se débrouille, on fait, on tombe, on se relève, on essaie de pas trop perdre au milieu et puis on apprend. Alors que maintenant vous avez tout à disposition. Des solutions de tremplin, il existe en plus des solutions. C'est quasiment de zéro. Des fois, les gens ils parlent d'immobilier, oui, mais je ne vais pas investir, n'importe quoi, 1000 € dans une formation. Mais alors, moi, je ne vends pas de formation pour le coup, mais si j'en vendrais une à 1000 €, mais je sais qu'avec mes conseils, tu vas négocier 5 000, 10 000, 20 000 € sur le bien. Donc, il faut avoir une vision un peu plus loin. Et n'oublie pas aussi qu'on a une machine magnifique qui est notre cerveau, et avant même l'entrepreneuriat, on parlait des prières à l'école, etc., les galères qu'on pouvait avoir. Quand on met le cerveau en branle et qu'on s'active, il y a plein de solutions. On nous donne des solutions, tout simplement. On facilite tout, on se dit, mais en fait, oui, il y a ça, mais en fait, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Sur l'instant, on est bloqué, on est en stress, non, ça marche pas, et puis quand on prend le temps et on laisse le cerveau lancer, réfléchir par lui-même, on trouve des solutions à tout. Et puis après, voilà, on a nos barrières, on sait où on ne doit pas aller à droite, à gauche, on connaît notre chemin et tout le reste, Allah, il peut largement faciliter le chemin. Merci en tout cas, merci infiniment Marc pour ton intervention. Au plaisir de te retrouver sur la chaîne. On partagera toutes les informations, Inch'Allah, en barre de description. Merci à toi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, toujours sur la thématique de la location courte durée. Et pour ceux qui souhaitent se lancer, Inch'Allah, je te dis à très vite de l'autre côté. Assalamu alaikum. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas à partager, commenter et liker. Et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio, et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations. Et je te dis sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.